sommaire de cette édition Religion du 4 au 6 octobre 2017, s'est déroulée la 8e convention internationale de la mission évangélique Faith and Love du pasteur Josué Kamena, devenir une source de réveil. Tel est le thème de cette convention internationale. Sur le continent africain, le calme est revenu dans le nord-ouest du Cameroun, où la ville de Bamenda a été le théâtre de violences dimanche et lundi. Enfin, à l'international, le prix Nobel de la paix 2017 a été décerné à ICAN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires que mène une coalition mondiale d'ONG. Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des bénis. Au chapitre Religion, la 8e convention internationale de la mission évangélique Faith and Love s'est déroulée du 4 au 6 octobre 2017 à Trècheville, au temple Canaan de cette église. Devenir une source de réveil est le thème de cette convention, dont le pasteur Alexandre Amazou était l'invité spécial dans la soirée du jeudi 5 octobre 2017. En voici un compte rendu. Shiloh 2017, la 8e convention internationale de la mission évangélique Faith and Love du 4 au 6 octobre 2017 a mobilisé le peuple de cette église autour de son leader spirituel, le pasteur Josué Kamena. Durant 3 jours, les chrétiens de Faith and Love ont bénéficié d'enseignements et d'édifications de la part d'illustres hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Le pasteur Alexandre Amazou, l'orateur du 2e jour de convention le jeudi 5 octobre 2017, a invité le peuple de Dieu à ne plus seulement subir les contingences de la vie, mais à anticiper. Motivez Dieu, motivez God par vos projets, by your projects. Toi, tu as le projet. You have the project. Lui, il a la réponse. He has the answer. Donc, attends. Toi, tu as le projet. Lui, il a la réponse. Pourquoi il répond à d'autres et toi, il te répond pas? Why did I answer some others and you don't answer? La réponse est simple. The answer is simple. Dieu répond à celui qui le motive. God responds to those who motivate him. Parce que Dieu poursuit des intérêts. God pursue interests. Il ne poursuit pas une amitié. He doesn't pursue friendship. Pour l'homme de Dieu, la planification permet la réalisation des projets de Dieu dans la vie de l'homme. Le plan doit toucher votre vie personnelle. The plan have to touch your own life. La vie de ta famille. Parce que c'est en fonction du plan qu'on réagit et on travaille. It's according to the plan. Quel type d'église vous serez dans 10 ans? What kind of church are you? Quel type de fidèle le pasteur veut? What kind of members? En fonction de ça, il planifie. Même according to les enseignements qu'il leur donne. Even the teaching that he gives. C'est pour la moisson qu'il cherche. It's for the harvest. Depuis 8 ans, le thème de la convention de la mission Faith and Love est resté le même, à savoir devenir une source de réveil. Selon le pasteur Josué Kamena, ce choix vise un objectif bien déterminé. C'est un thème qui est inspiré vu le besoin de cette nation, la Côte d'Ivoire. On a senti que l'Église a commencé à s'endormir, l'Église a commencé à fermer les portes. Et cette mission veut emboîter et rester dans la même lignée que les pères, ce qu'ils ont commencé. Nous voulons continuer dans ce sens pour impacter et rappeler et orienter les enfants de Dieu que cette nation appartient à Jésus-Christ et que nous devons gouverner cette nation, nous devons régner dans tous les secteurs d'activité, nous devons voir les chrétiens à la tête de ce pays, les chrétiens être dans le gouvernement, les chrétiens être à l'instance des décrets dans cette nation. C'est pour cela que nous organisons cette convention avec le même thème. Nous sommes à la 8e convention avec le même thème, devenir une source de réveil, parce que nous croyons qu'en Côte d'Ivoire, Dieu va révéler une nouvelle génération avec une nouvelle mentalité pour impacter tous les secteurs d'activité. À travers le Shiloh, la mission évangélique Faith and Love se met en ordre de bataille pour un réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Abordons à présent le chapitre des informations générales et sur le continent africain. Le calme est revenu dans la ville de Bamenda au nord-ouest du Cameroun. La ville avait été le théâtre de violences dimanche et lundi après la proclamation symbolique de l'indépendance des régions anglophones du Cameroun. La vie reprend progressivement à Bamenda au nord-ouest du Cameroun.
La ville a été le théâtre des violences dimanche et lundi après la proclamation symbolique de l'indépendance des régions d'expression anglaise du pays. Au lendemain de ces violences, les populations découvraient l'étendue des dégâts. Elles accusent notamment la police d'avoir incendié de nombreuses motos. Je suis surpris de venir ce matin et constater que la police a retiré nos motos et les a fait brûler. C'est cette moto qui m'aidait. Et je ne sais comment le gouvernement voudrait qu'on vive avec ce genre de comportement. Si demain je deviens voleur parce que je n'ai plus de travail, ce seront eux les premiers qui vont tirer sur moi. Sur le plan humain, pas facile d'établir un bilan réel. Si le gouvernement parle d'une dizaine de morts, des ONG de leur côté évoquent des chiffres qui vont au-delà des 30 morts. Les parents des victimes sont inconsolables. Mon téléphone n'a cessé de vibrer et c'est le même numéro qui m'appelait. Me demandant si j'étais Félicita, j'ai répondu oui. Il m'a dit retrouve-nous vite à l'hôpital. Et je suis arrivé en courant. J'ai vu mon frère qui gissait, il était recouvert de sang. La police camerounaise reste cependant toujours sur le qui-vive. Une opération de démolition des stations-service non conformes est en cours au Tchad. Cette campagne menée par l'autorité de régulation du secteur pétrolier est soutenue par une résolution de l'Assemblée nationale. Au Tchad, une soixantaine de stations-service jugées non conformes aux normes sécuritaires et environnementales ont été démolies par le gouvernement. Cette opération conduite par l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad a été précédée d'une mise en œuvre en date du 21 août 2017. Le gouvernement est appuyé dans cette initiative par une résolution de l'Assemblée nationale portant sur le respect des textes relatifs à l'implantation et à l'exploitation des stations-service sur le territoire tchadien. Vous pouvez le constater aujourd'hui, la loi s'appliquera dans toute sa rigueur, sans complaisance. Il faut que les choses soient claires parce que lors du premier contrôle, nous avons donc, il y a 103 stations qui doivent se conformer. Il y a des stations qui étaient fermées pour nos conformités. Nous les avons donné un délai pour se conformer. Et c'est comme ça qu'ils font des travaux. Mais j'entends ici et là dire, oui, c'est des nouvelles autorisations. Non, nous les avons donné un délai pour se conformer. Se conformer, c'est se mettre aux normes. Il y a certainement des travaux à faire, il y a des normes de sécurité de l'environnement, mais ce n'est pas pour autant dire que nous avons donné de nouvelles autorisations. Selon les autorités, le démantèlement de ces stations-service non conformes est fait conformément aux dispositions du décret du 28 janvier 2017 fixant les conditions d'exercice des activités du secteur pétrolier et aval au Tchad. 63 stations de services qui ne répondent pas aux aspects sécuritaires. C'est un danger public pour la population d'Injamena et ses environs. À travers ARSAT, on a notifié à ces 63 stations de service. Après, on les a mises en demeure. Il y a eu une demande d'extension d'un mois supplémentaire qui a été demandée. Nous les avons accordé et la date d'échéance est expirée. Par ailleurs, aucune indemnisation des propriétaires de ces stations-service n'est envisageable. Notons qu'un comité de contrôle administratif, juridique, technique et environnemental des stations-service installées sur le territoire a été mis sur pied par le gouvernement. Il a pour mission de répertorier, localiser, inspecter et catégoriser toutes les unités de distribution des produits pétroliers au Tchad. Économie toujours. En Côte d'Ivoire, le prix d'achat garanti aux producteurs de cacao a été maintenu à 700 francs le kilogramme pour la campagne 2017-2018. Les producteurs se sont montrés déçus, mais réalistes dans un contexte de crise. La Côte d'Ivoire, le principal producteur de cacao du monde, a fixé le prix minimum du kilogramme de cacao à 700 francs CFA pour la campagne 2017-2018, une forte baisse par rapport à l'année dernière. Principale résolution ce dimanche d'un forum de 3 jours destiné aux acteurs de l'industrie du cacao à Abidjan. Proposition du conseil d'administration. Proposition qui a été approuvée
par le gouvernement le prix du cacao pour la campagne principale 2017-2018, cacao de qualité marchande bien séché, est fixé à 700 francs CFA par kilo. Bien que la production a augmenté de 28,5% pour atteindre 2,15 millions de tonnes en 2016 et 2017, les prix mondiaux du cacao ont diminué de plus d'un tiers. C'est vrai que le prix il est décevant, mais je pense qu'on ne doit pas être ingrat avec l'État de Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans de cela, les prix étaient nettement plus supérieurs à celui de nos voisins. Et je crois que le Ghana a pu tenir, donc les Ivoiriens, nous devons aussi tenir. Avant l'annonce de dimanche, le président Alassane Ouattara avait consulté son homologue ghanéen, le président Nana Akufo-Addo, pour harmoniser les prix d'achat du cacao entre les deux pays. L'industrie du cacao représente 15% du PIB de la Côte d'Ivoire et fournit 2 tiers d'emplois. À l'international, ICAN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, une coalition mondiale d'ONG vient de recevoir pour son action le prix Nobel de la paix 2017 à Oslo, en Norvège. Cette distinction récompense les efforts d'ICAN contre les armes de destruction massive. Ils étaient 318 candidats et à la fin il n'en resta qu'un, ou plutôt qu'une. La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires a remporté le Nobel de la paix 2017. Le comité Nobel norvégien a décidé d'attribuer le prix Nobel de la paix 2017 à l'ICAN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. L'organisation reçoit ce prix pour son travail qui permet d'attirer l'attention sur les conséquences humanitaires catastrophiques de toute utilisation d'armes nucléaires et pour ses efforts inébranlables pour parvenir à une interdiction fondée sur un traité sur de telles armes. Nous vivons dans un monde où le risque que ces armes nucléaires soient utilisées est plus important que jamais auparavant. Le comité Nobel récompense la lutte antinucléaire au moment où les tensions sont au plus haut entre les États-Unis et la Corée du Nord et entre Washington et Téhéran. La justice espagnole a suspendu la séance parlementaire prévue ce lundi au Parlement catalan et au cours de laquelle une déclaration d'indépendance était envisagée. En Espagne, le bras de fer continue entre Barcelone et Madrid. Tout faire pour empêcher une déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne, c'est ce que tente Madrid. Le tribunal constitutionnel espagnol a suspendu la séance du Parlement catalan qui doit se dérouler lundi prochain, séance durant laquelle est envisagé de déclarer l'indépendance. S'en tenir à la loi, c'est aussi la ligne adoptée par Mariano Rajoy. Au lendemain du discours du chef de l'exécutif catalan, il a exigé que Carles Puigdemont renonce officiellement à ses velléités d'indépendance, mettant en garde la région contre ce qu'il a qualifié de grand danger. Bref, chacun campe sur ses positions dans les rues de Barcelone. Ce qui ressemble de plus en plus à un dialogue de sourds inquiète les habitants. C'est comme dans un divorce, il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut pas divorcer un jour et se remarier le suivant. C'est la dernière carte qu'ils ont et ils doivent savoir la jouer. La situation est très tendue. Nous avons atteint le stade où les gouvernements catalans et espagnols doivent calmer le jeu. Ils doivent trouver un accord et établir le dialogue. Il faut qu'ils discutent. Ça ne doit pas être un côté qui impose la loi et un autre s'engageant dans un chemin différent. Ils doivent parler. Une médiation internationale serait parfaite. Les résultats définitifs du référendum n'ont toujours pas été révélés. Selon la Généralité catalane, le oui à l'indépendance l'a emporté avec près de 90% des suffrages. Toujours en Catalogne, des dissensions existent désormais au Parlement régional catalan après le vote du oui au référendum d'autodétermination. Depuis ce vote, certains indépendantistes se montrent divisés sur l'avenir de la région. Suivons ensemble. C'était en juin dernier.
Carles Puigdemont annonce la tenue d'un référendum sur l'autodétermination de la Catalogne avec une date butoir. Un référendum aura lieu en octobre 2017. Et la question sera la suivante. Voulez-vous que la Catalogne devienne un État indépendant sous la forme d'une république ? Une provocation pour le gouvernement espagnol, qui ne reconnaît pas la légitimité d'une telle consultation. Mais le président de la Généralité de la Catalogne ira jusqu'au bout. En septembre, il fait adopter la loi qui organise ce référendum au Parlement catalan. Indépendantiste de la première heure, Carles Puigdemont s'engage en politique en 1980. Il soutient la Crida, un mouvement de défense de la culture catalane, et participe à la fondation des Jeunesses nationalistes de Catalogne. Mais c'est vers le journalisme qu'il s'oriente dans un premier temps, et travaille notamment pour le quotidien El Punt pendant plus de 10 ans. Petit à petit, Carles Puigdemont revient vers la politique. En 2006, il entre au Parlement de Catalogne. 5 ans plus tard, en 2011, il est élu maire de Gérone. Discret, il est perçu par beaucoup comme l'ombre d'Artur Mas, à la tête de la Généralité de la Catalogne. Mais ce dernier, mis en cause dans des affaires de corruption, n'est pas réinvesti par son parti en 2016. L'ancien journaliste est alors propulsé candidat à sa place. Et à la surprise générale, il est élu le 12 janvier sur la promesse d'organiser un référendum dans les 18 mois à venir. À 2 mois près, Carles Puigdemont a donc tenu parole. Des experts internationaux seront bientôt nommés par l'ONU afin d'enquêter sur les violations des droits de l'homme au Yémen, pays en guerre depuis septembre 2014. Et leur rapport est attendu dans un an. Une résolution adoptée sans vote, mais pour parvenir à un consensus, il aura fallu des négociations intenses qui ont duré pendant plusieurs jours entre diplomates arabes et occidentaux. L'Arabie saoudite, accusée d'avoir bombardé des marchés, des hôpitaux et d'autres cibles civiles au Yémen, a menacé de représailles économiques les pays qui soutiendraient un projet d'enquête internationale sur le conflit. Finalement, des experts internationaux chargés d'enquêter sur les crimes de guerre au Yémen vont être nommés d'ici la fin de l'année. La résolution a été acceptée par la délégation yéménite. Les circonstances complexes que traverse le Yémen exigent du Conseil et de la communauté internationale qu'ils apportent tout leur soutien pour que le gouvernement puisse s'acquitter de ses obligations en matière de droits de l'homme. Toujours à Genève, le comité international de la Croix-Rouge alertait vendredi sur la situation humanitaire au Yémen. Selon le chef de la délégation du CICR dans le pays, tous les belligérants ont un recours disproportionné à la force, causant de trop nombreuses victimes civiles. Sur le plan humanitaire, la situation est catastrophique. Nous aurons près d'1 million de cas suspects de choléra d'ici la fin de l'année, mais c'est peut-être la face visible de quelque chose de plus sérieux. Une autre épidémie pourrait faire son apparition. À ce jour, 750 000 personnes auraient contracté le choléra au Yémen et plus de 2000 en sont mortes. Le traditionnel débat sur le contrôle des armes à feu refait surface aux États-Unis après les tueries de Las Vegas. La société américaine s'interroge sur l'urgence d'un contrôle afin d'éviter d'autres drames. Columbia 1999, Virginia Tech 2007, Sandy Hook 2012 et Orlando l'an passé. L'histoire récente américaine est jalonnée de tueries de masse. Comme à chaque fois, l'attaque de Las Vegas force la société américaine à s'interroger sur l'urgence de contrôler les armes à feu. Si Barack Obama s'est pour l'instant limité à présenter ses condoléances aux familles des victimes, l'ancienne candidate à la présidentielle Hillary Clinton accuse directement le lobby des armes à feu, la NRA, d'être en partie responsable de ces fusillades. Depuis le début de l'année, près de 12 000 personnes ont été tuées par balle, pas de quoi perturber la communication de la Maison-Blanche. C'est très facile pour Madame Clinton de critiquer, mais je crois que l'on doit surtout se rappeler de l'unique personne qui a du sang sur les mains, à savoir le tireur. Ce n'est pas le moment de s'en prendre à des individus ou à des organisations. Il va pourtant falloir que l'administration Trump s'empare du problème. Depuis 1968, il y a eu plus d'Américains tués par balle aux États-Unis que de GIs tués lors d'une guerre. Gabrielle Gifford est une ancienne députée, blessée par balle. Elle et son mari mènent désormais le combat pour le contrôle des armes à feu.
Malgré la violence insensée liée aux armes à feu sur notre territoire, malgré une épidémie de suicides évitable, malgré des enfants qui ont tué d'autres et leurs parents, la réponse du Congrès a été de ne rien faire. Le Congrès est même en train de travailler sur une loi qui affaiblirait notre législation sur les armes. La nation compte sur vous. Les inégalités salariales entre hommes et femmes peinent à se réduire dans le monde. Selon un rapport de l'OCDE, les femmes gagnent en moyenne 15% de moins que leurs collègues masculins. Et selon l'OCDE, cette inégalité est un obstacle à la croissance économique. Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes peinent à se réduire selon une dernière étude de l'OCDE qui estime que cette inégalité constitue un obstacle majeur à une croissance économique inclusive. Selon ce rapport intitulé « Un combat difficile », les femmes occupant un travail à temps plein gagnent en moyenne 15% de moins que leurs collègues masculins. Un taux qui n'a que très peu baissé au cours des dernières années. Aucun pays au monde n'a réussi à instaurer la parité, même si certains s'en rapprochent. Avec environ 3% d'écart de salaire, la Belgique fait figure de très bon élève. Elle fait mieux que la France, où le président Macron avait déclaré durant sa campagne vouloir faire de l'égalité homme-femme une cause nationale. Les écarts sont bien plus importants dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis. L'Inde est le cancre de ce classement. Alors que les jeunes femmes étudient aujourd'hui plus longtemps que les hommes, elles occupent souvent des emplois dans des secteurs moins lucratifs, plus précaires, offrant une protection sociale limitée. Elles restent par ailleurs sous-représentées au poste de direction et en politique. À Bali, en Indonésie, des habitants refusent de retourner chez eux au pied du mont Agung, dont le volcan menaçait d'entrer en éruption. On se souvient, le 22 septembre dernier, les autorités indonésiennes avaient demandé aux habitants de cette région de quitter leur domicile. À Bali, la vie est au ralenti au pied du mont Agung, dont le volcan menace d'entrer en éruption. Le 22 septembre, les autorités indonésiennes ont décrété le niveau d'alerte maximal et demandé aux habitants de quitter leur domicile. Mais aujourd'hui, en l'absence de signes annonciateurs d'éruption, les autorités demandent à ceux qui ne vivent pas dans la zone rouge de rentrer chez eux. La crainte d'un réveil du volcan a aussi éloigné les touristes sur l'île la plus touristique d'Indonésie. Avant l'alerte à l'éruption volcanique, il y avait beaucoup de touristes. Et 3 jours après, tout est devenu très calme. Des quartiers entiers sont privés de leurs habitants qui aujourd'hui refusent de rentrer chez eux par crainte de ne pas avoir le temps d'évacuer en cas d'éruption. Pourtant, depuis l'élévation du niveau d'alerte à son maximum, l'activité sismique est presque stable jour après jour selon le centre de volcanologie de Bali. La dernière éruption du mont Agung date de 1963. Le volcan avait alors craché des cendres jusqu'à Jakarta, à environ 1000 km d'ici. Plusieurs éruptions avaient alors fait près de 1600 morts au total. C'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. L'Éternel des armées combat pour vous, vous gardez le silence. À bientôt.